Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Je sais qu'il y a parmi vous des auditrices et auditeurs fidèles depuis le lancement, alors juste un mot pour vous dire un grand merci et pour vous demander, si ça n'est pas déjà fait, de laisser un avis et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou toute autre application sur laquelle vous nous écoutez. Si vous écoutez Génération XX pour la première fois, alors bienvenue, vous avez plus de 70 épisodes à découvrir. N'hésitez pas à suivre Génération XX sur Instagram et ou vous abonner à notre newsletter sur generationxx.fr pour ne rien manquer de notre actualité et nos événements à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Ganter, la cofondatrice de la maison de parfum Atelier Cologne. Dans cet épisode, Sylvie nous raconte comment elle s'est retrouvée un peu par hasard dans l'univers du parfum. D'abord en travaillant pendant plusieurs années dans des grands groupes comme Hermès et LVMH, puis en créant Atelier Cologne il y a 10 ans. Sylvie se confie sur le contexte familial particulier qui a entouré la création d'Atelier Cologne, sur les difficultés qui lui ont semblé les plus importantes lors de la croissance de l'entreprise et sur pourquoi, il y a 3 ans, elle et son associé ont décidé de faire prendre un nouveau tournant à la marque. Sylvie partage ce qui lui tient à cœur dans son métier et dans la vie et nous raconte comment au fil du temps, elle a réussi à suivre son instinct et refuser les compromis pour être en paix avec elle-même. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Siam. Merci beaucoup de prendre le temps de venir me voir parce que tu habites entre New York et Paris, donc je suis très contente que tu aies pris le temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Je pars demain matin, mais aujourd'hui je suis là. Tu repars demain matin ? Ouais. Et là, t'es là depuis combien de temps ? Depuis 10 jours. Et alors, entre Paris et New York, le match ? Écoute, j'adore les deux. J'adore les deux pour... Joker, donc. Ouais, Joker. Tout à l'heure, je regardais ta bio Instagram et donc c'est écrit, tu as écrit fondatrice d'Atelier Cologne, élève 5 enfants entre Paris et New York, fait du yoga, devient naturopathe et connecte des femmes. Et la question que je voulais te poser, c'est quelle aurait été ta bio à 18 ans ? À 18 ans, j'en avais aucune idée. Je passais mon temps à être bonne élève et faire ce que les autres attendaient de moi. Mm-hmm. Donc pas grand-chose en fait. Qu'est-ce qu'on Première de attendait la de classe ? toi ? Non, pas première de la classe. Dans les premières de la classe. Ouais. Je pensais que les autres attendaient de moi, oui, de redonner ce que j'avais reçu et pour moi, ma façon de donner à mes parents, c'était qu'ils soient fiers de moi. Mm-hmm. Donc, de bien travailler, d'être sérieuse, de jouer au piano, de rentrer dans la bonne école. Voilà. Beaucoup de croyances. Et tu penses que maintenant, quand tu regardes en arrière, est-ce que t'as fait ce qu'on attendait de toi ou pas au final ? Je crois pas. D'une certaine façon, oui. Mais je me suis autorisée à vivre ma vie avec mon cœur plus qu'avec ma tête. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup aidée. À partir de quel moment, tu penses, est-ce que tu as justement changé entre faire ce qu'on attendait de toi et apprendre à toi te connaître et faire ce que toi tu avais envie ? Est-ce que tu penses que c'est un cheminement ou est-ce que tu es capable de dire qu'il y a des moments spécifiques ? Alors, il y a eu un moment qui était très fort. J'ai fait une première S parce que j'étais plutôt bonne élève, donc j'ai fait des maths, de la physique. J'avais ma meilleure amie qui voulait devenir vétérinaire et j'avais très envie d'être à l'école tout près d'elle. Puis elle est pas rentrée en veto, elle est rentrée en médecine. Et je me suis dit, comme elle va en médecine, mais que moi j'ai horreur du sang, je vais faire pharma, comme ça on sera à côté, on va continuer à se voir. Et j'ai eu un espèce de déclic. J'étais avec ma maman dans une pharmacie et en fait je me suis pas du tout vue faire ce métier. Je me suis dit, je vais commencer à faire ces études, ça va être dur, ça va être long. Donc t'étais inscrite ? J'étais inscrite et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc quand j'ai annoncé ça à ma mère, elle a eu une grande inspiration et puis elle m'a dit c'est ok, tu peux faire ce que tu veux. Je suis partie pendant 2 ans à la fac à Aix-en-Provence, alors faire quelque chose de très généraliste, donc pas du tout ce qui était attendu de moi et même moi, je savais pas vraiment où ça allait m'emmener. Je suis ensuite partie avec un échange Erasmus. J'ai intégré une école d'ingénieur en Angleterre au bout de 2 ans, donc ce qui était complètement atypique. On était 5 de mon école à partir et voilà, je suis partie. C'était ma première vraie expérience à l'étranger, loin de chez moi. J'ai adoré ça. J'ai adoré recréer une vie, recommencer, faire quelque chose de nouveau dans une nouvelle langue, dans un domaine qui m'était complètement inconnu. À la fin de cette année-là, j'ai eu mon diplôme avec mention. J'avais un amoureux sur place, donc je me suis dit donc je vais rester. Et donc j'ai cherché quoi faire pour rester en Angleterre et je me suis inscrite pour devenir prof de maths à Oxford. Donc ça me paraît aujourd'hui complètement aberrant, mais j'étais inscrite et puis j'ai une amie à moi qui avait fait le même parcours que moi, donc la même fac à Aix, les mêmes études en Angleterre et qui m'a dit tu sais on a une super équivalence à Sup de Marseille. J'ai passé un entretien pour un 3e cycle. Ils adorent un profil
un peu atypique comme nous, tu devrais postuler. Et à l'époque, j'étais en bateau avec mes parents, on était en voilier, j'avais 0 vêtements potable pour faire une photo d'identité, donc j'étais en petit t-shirt à bretelles fines, ultra bronzée. J'ai rempli mon dossier, j'ai décroché un entretien. Et je suis rentrée à Sub de Commerce en me disant, j'ai trouvé les gens super, j'ai adoré le campus, j'ai adoré l'école. Et une fois encore, je savais pas vraiment où est-ce que ça allait m'emmener. Donc j'ai vécu cette formation comme une espèce de cadeau. On était uniquement 5 filles dans toute la promo. La plupart des gens avaient déjà travaillé, donc j'étais en minorité. Et je me rappelle au moment du stage de fin d'année, le directeur d'école donc nous reçoit pour qu'on lui présente notre projet de stage. Et j'avais prévu de faire mon stage chez Eurocopter où mon papa travaillait. J'avais déjà fait tous mes stages là-bas. Et donc j'avais une mission qui était assez sympa sur l'Amérique latine. Ça collait avec mon 3e cycle à l'international. Et là, le directeur de l'école me dit mais non, je vais pas t'approuver ton stage. Tu vas pas faire tous tes stages chez Eurocopter. Dans la vie, t'as vraiment envie de travailler dans les hélicoptères. J'étais très agacée contre lui parce que je trouvais le stage super. Et il me dit mais qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire? Et je le regardais au culot, je lui dis bosser pour Chanel ou Hermès. Enfin, si tu me demandes une marque de luxe, mais c'était limite de la provocation et mon petit côté rebelle qui voulait le renvoyer dans ses quartiers. Et là, il a gardé beaucoup d'aplomb. Et il m'a dit écoute, prouve-moi que tu n'arrives pas à décrocher un stage chez Hermès ou Chanel et j'approuverai ton stage chez Eurocopter. Et j'ai décroché un stage chez Hermès. Alors qu'on en avait discuté, toi, c'était pas spécialement t'étais pas une fan de beauté, de mode, pas spécifiquement, quoi. Non, mais si tu veux, quand t'es, j'habitais dans le sud, tu vois toutes ces marques, tu vois, qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres, et qui paraissent inaccessibles. Et je crois que ma réponse, c'était quelque chose d'irréel, en fait. J'ai répondu que pour moi, oui, ça serait irréel de travailler pour une de ces 2 marques. Mais je pensais aussi que c'était irréel de décrocher un stage dans une boîte comme ça. Et donc, j'ai eu un stage chez Hermès. J'ai même pas passé d'entretien parce que c'était à l'usine de parfum qui était au fin fond de la Normandie. Donc, je pense que des CV, ils devaient pas en recevoir tous les jours. Et je me souviens, l'assistante du directeur international m'a appelée pour me proposer le stage en me disant, mais quand est-ce que vous pouvez commencer? Et on devait être en pleine semaine. Je finissais l'école le vendredi et je me rappelle lui dire au téléphone, je finis mes cours vendredi. Je peux déménager ce week-end et puis traverser la France et puis je serai là lundi matin. Mes parents étaient en bateau, injoignables parce que le portable à l'époque, ça n'existait pas. Et j'ai pris la décision de faire ce stage. Je me suis débrouillée avec de la famille pour déménager. Puis j'ai ma mère à moitié hystérique au téléphone la semaine d'après qui me dit mais combien t'es payé? Je dis je sais pas, j'ai même pas posé la question. Et donc je suis rentrée en stage pour eux pendant 6 mois. J'ai adoré. Et puis j'y ai passé 8 ans. Donc en fait, c'est au moment de tes études et donc de ton émancipation que tu as commencé à créer ton propre chemin. À m'écouter, mais sans forcément réfléchir. Je pense que c'était des choix qui étaient assez instinctifs et pas vraiment réfléchis. Donc je pense que j'ai appris à mettre ma tête un petit peu de côté et m'écouter un peu plus. Quand on a discuté, c'était ce matin, tu me disais que c'était bien de parler du présent et du futur et de regarder en fait ce que donnent aujourd'hui les graines qu'on a plantées. Et du coup, je voulais te demander pour toi, quand tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce que t'as planté comme graines? Ouais, déjà, j'en ai planté 3 qui m'ont donné 3 filles incroyables. J'en ai planté avec mon amoureux d'aujourd'hui, qui est pas le papa de mes 2 premières filles. J'ai hérité de ces 2 garçons à lui. Donc, j'élève 5 enfants. J'ai planté beaucoup de graines pour créer Atelier Cologne et ça a donné un joli bébé. Et voilà. Et aujourd'hui, je vis un quotidien atypique entre 2 villes, entre une marque que j'adore toujours du fond du cœur et que je continue à porter. Et pour moi, c'est tout ça, mes graines. Atelier Cologne, ça a 10 ans. Qu'est-ce qu'on se dit quand sa marque elle a 10 ans? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je trouve ça incroyable. J'ai du mal à réaliser que ça fait déjà 10 ans. Alors ça fait 10 ans qu'elle existe. On a concrètement facturé notre premier parfum en novembre 2009. Donc tu vois, ça fera 10 ans à la fin de l'année. On a travaillé pendant 3 ans en amont avant le lancement. Ah, donc d'accord. Nous, donc en fait ça fait 13 ans. C'est plus que 10 ans, ouais, c'est 13 ans de conception et de quotidien. Je trouve que ça passe très vite, mais tu vois, je viens de fêter aussi les 16 ans de ma fille aînée. Et quand je la vois, je me dis, mais comment c'est possible qu'elle ait 16 ans? Donc oui, le temps passe très très vite. Et il y a quelque chose d'assez magique avec le temps. Parce que chaque année qui passe, tu apprends un peu plus, t'apprends de tes erreurs, t'apprends aussi de tes succès ou de tes petites victoires. Et donc ces 16 ans ou ces 10 ans ou 13 ans, ils sont passés comme un éclair, mais en même temps parsemés de beaucoup de chemins, de beaucoup de sentiers, de beaucoup de carrefours. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a été le plus dur, tu penses, dans Atelier Cologne, dans le fait de monter cette boîte? Est-ce que ça a été justement les 3 ans de préparation où le produit était pas encore prêt? Est-ce que c'était le lancement? Est-ce que tu as des étapes en tête
Ou tu te rappelles que c'était Alors particulièrement difficile? Les 3 ans étaient assez faciles parce que t'es porté par une espèce d'énergie créatrice. La création de cette marque, ça a aussi marqué ma séparation avec le papa de mes 2 filles aînées, le début de mon histoire avec mon amoureux, mon mari aujourd'hui, avec qui on a créé cette aventure. Et donc c'était un grand moment de douleur. Il y a quelque chose qui se termine. Je sais que la chose que j'ai ressentie de façon très très forte, c'était de plus jamais faire de compromis. J'ai arrêté de faire un compromis dans mon quotidien, dans ma vie amoureuse, dans ce que j'avais imaginé de ma relation amoureuse au quotidien. Et donc j'ai choisi dans ma marque de faire aucun compromis parce que j'en faisais plus dans ma vie privée. Et donc ça a été très fort et ça a été très porteur. Donc je pense qu'on a pu se permettre d'être aussi créatif, mais aussi zéro compromis, donc zéro concession, et vraiment arriver à sortir le produit de nos rêves et ce qui nous animait vraiment. Donc cette phase, elle était assez grisante, elle était à la fois dure et grisante. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la vitesse à laquelle on a grandi. C'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Pour moi, quand on a créé Atelier Cologne, c'était un business familial, donc vraiment cette idée de mom and pop business, en se disant, à l'époque on avait 4 enfants, donc on s'est dit, il y en a bien un des 4 qui aura envie de reprendre l'affaire familiale. Et c'était se libérer de toutes les contraintes que j'avais connues dans le monde professionnel, donc être libre de mon temps, être libre de mon organisation, faire quelque chose qui me passionnait avec zéro compromis sur mes fournisseurs, sur les matières, sur les choix que je pouvais faire. Voilà, en mettant de côté les contraintes économiques, en se disant on veut vraiment sortir ce qui nous anime et ce qu'on a envie de faire. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ça plaisait. Et en fait, quand ça plaît, il y a une espèce de spirale qui se crée. On a besoin de toujours plus d'argent, toujours plus d'énergie, toujours plus de développement. Donc on a commencé très petit, on a commencé aux États-Unis dans une chaîne de grands magasins. Il y avait quand même 40 grands magasins, donc il a fallu assurer de la présence dans ces points de vente, de la formation, du temps de présence avec nos clients. Mais quand on a lancé en France, c'était les mêmes efforts multipliés par 2. Puis on a lancé la Chine, et puis on a lancé Hong Kong, et puis on a lancé la Corée. Donc il y avait cet effet exponentiel qui pouvait être grisant, parce que quand le téléphone sonnait et quand on a eu les Galeries Lafayette qui nous ont dit voilà, on a envie de vous lancer, on a envie de faire un pop-up, on a envie de vous avoir, c'est fantastique de se dire qu'on a créé une petite marque et que le téléphone sonne et que c'est un géant français qui a envie d'avoir notre marque dans son point de vente. Mais tout ce que ça veut dire derrière, c'est encore plus d'efforts, encore plus d'énergie, encore plus d'argent. Et on est resté pendant très longtemps autofinancé. On a été autofinancé pendant 5 ans. Et j'ai trouvé ce développement difficile parce que ça nous a mis énormément de pression. C'est vrai que c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte de l'extérieur, mais en fait, ce qu'il y a de difficile pour beaucoup d'entreprises, c'est finalement pas forcément que ça marche, mais que justement que ça marche si bien qu'on a du mal à assurer derrière. Et là, la façon dont tu le décris, c'est que ça vous a mis plus de pression. Donc du coup, tu dirais que c'est personnellement que c'était difficile ? Ouais, énormément. Énormément. Pour moi, l'idée de cette marque, c'était de se dire je vais faire ce que j'aime. Je vais vendre dans des magasins qui sont animés par la même passion que moi, à des clients qui sont animés par de la Cologne moderne, fraîche, faite avec des ingrédients naturels. Et ça va rester petit. Et la seule chose qui m'importait, c'était d'arriver à payer mes factures, mon loyer, arriver à couvrir mes dépenses du quotidien. Mais j'avais jamais imaginé que ce serait un business qui nous dépasserait. Que les proportions seraient telles qu'on serait obligé d'embaucher à la vitesse à laquelle on a dû embaucher. Au bout de 5 ans, on a dû aller chercher des fonds. Alors, on a eu beaucoup de chance. On a été épaulés par des amis proches, par de la famille, donc ce qu'on a appelé nos anges gardiens pendant des années, qui nous ont beaucoup soutenus et qui nous ont aidés avec cette expansion. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on était une marque de beauté, enfin une marque de parfum, mais au sein du monde de la beauté, que dans ce monde de la beauté, il y avait beaucoup de géants, du côté des détaillants comme du côté des autres marques, que les places étaient chères. Et donc voilà, quand un Sephora États-Unis a envie de lancer notre marque dans 2 magasins flagship en se disant downtown New York, ça devrait bien marcher, puis on en fait 2, ça marche très bien, puis on en fait 10, et puis un jour le téléphone sonne et c'est super, on va vous lancer dans 400 magasins. La première réaction, c'est un tout petit peu d'excitation et puis ensuite énormément de stress en disant mais 400 magasins, mais il faut produire des quantités énormes, mais comment est-ce qu'on va les former, tous ces magasins? Comment est-ce qu'on va être représenté, créer des meubles, être visible? Voilà. Et cette spirale assez exponentielle moi, m'a beaucoup stressée. Mais vous auriez pu dire non? On aurait pu dire non, mais je crois qu'on n'avait pas le choix, en fait. La machine était lancée, c'est comme avoir un enfant et se dire qu'on n'a pas envie qu'il grandisse. Voilà, il va pas rester tout petit, il va pas marcher à 4 pattes toute sa vie, un jour il va marcher, un jour il va courir, un jour il va partir à la fac. Et puis ça sera plus son petit bébé, et c'est vraiment ce qui nous est arrivé, et ce que j'avais pas du tout anticipé.
Je te demande ça comme ça parce que je sais qu'il y a pas mal de fondateurs, de fondatrices de boîtes qui aujourd'hui aussi s'expriment sur le fait qu'ils n'ont pas forcément envie de faire grandir leur boîte justement à tout prix et qui préfèrent garder quelque chose de plus petit. Et donc c'est une ambition qui est différente, c'est pas moins d'ambition, c'est une ambition différente. Et donc toi, comment... Enfin c'est marrant que tu dises on n'avait pas le choix, on était pris dans le truc. Donc vous n'êtes pas du tout posé la question de vous dire on garde le truc petit à notre échelle. Alors, il y a un choix qu'on a fait dès le début avec Christophe. On n'a jamais voulu être une marque élitiste. Pour nous, dans la Cologne, il y a quelque chose de très universel, de très accessible. C'est un produit qui te ramène à ton enfance. Pour beaucoup, ça rappelle ses grands-parents, son enfance, ça sent bon, c'est le bien-être, c'est le côté un peu friction sur le corps de ce produit qui est tellement vivifiant. Et donc, que ce soit en termes de distribution comme de positionnement prix, on n'a jamais voulu être une marque pas abordable. On voulait que ce soit une marque accessible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une marque accessible ? Ça veut dire une distribution accessible aussi, un prix de vente accessible. Et la plus grande joie que j'ai ressentie avec cette marque et que je ressens toujours au jour d'aujourd'hui, c'est passer du temps avec nos clients, les entendre parler des émotions qu'ils peuvent ressentir quand ils portent nos parfums, que ce soit des vacances en Italie avec Orange Sanguine ou voilà, Clémentine California qui nous transporte au bord de l'océan. Qui sont les parfums des colognes. Ouais, qui sont des colonnes qu'on a créées. Et quand t'entends, tu vois, des clients parler de ce qu'ils ressentent quand ils portent nos parfums, t'as juste pas envie d'arrêter. T'as juste pas envie d'en vendre moins. T'as envie, tu vois, de donner le sourire, de donner tellement d'émotions, tellement de joie de vivre, tellement de bonne humeur au quotidien. Donc, je pense pas qu'on avait le choix. Je pense que t'as juste envie de continuer à partager ce que tu crées et te dire, je pensais que ça allait animer très peu de personnes et en fait ça en anime beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Et donc quand tu disais que tu ressentais beaucoup de pression, comment t'as réussi à la dépasser et à te sentir justement plus en phase avec la nouvelle direction que prenait la boîte ? Alors déjà on était deux, donc j'ai eu la chance de créer cette boîte avec mon mari et partager ça au quotidien avec quelqu'un, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et puis ensuite accepter que tu peux pas tout contrôler. J'ai toujours aimé bien contrôler dans ma vie, j'ai appris souvent de façon difficile que c'était pas possible et je pense que pour moi ça a été le meilleur enseignement, se dire ok, ce qu'on a fait c'est super, ça nous dépasse et je peux rien y faire, il faut apprendre à vivre avec, comme tout. Il y a des moments où tu t'es sentie un peu seule face à des décisions importantes qu'il fallait prendre ? Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Je pense que le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui est assez solitaire. J'ai beau toujours avoir eu une équipe incroyable, extraordinaire, qui nous a soutenus. Dans les moments durs, c'est quand même toi le boss, c'est quand même toi qui paye les salaires à la fin du mois, c'est quand même sur tes épaules que ça repose si t'as pas assez de cash dans la boîte. Donc oui, de grands moments de solitude. Puis t'as des investisseurs d'un autre côté qui sont là, qui aiment ce que tu fais, qui te donnent du fuel, mais voilà, c'est pas du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est du fuel X fois par an pour des projets bien précis, pour alimenter une voiture qui fonctionne bien, mais voilà. Pas pour gaspiller, pas pour faire les mauvaises choses. Et donc c'est un métier où je me suis sentie très seule et on a eu la chance d'être deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, une de mes missions, c'est d'accompagner des femmes entrepreneurs, de les faire se rencontrer. Parce que j'ai beaucoup reçu pendant que j'étais entrepreneur, de mon mari, de nos business angels, de nos clients, de beaucoup de gens bienveillants. Et j'ai envie que ces femmes se sentent moins seules et qu'elles aient la force de continuer à apporter leurs projets, leurs idées. Donc voilà, c'est quelque chose dans lequel je mets beaucoup d'énergie aujourd'hui. Quand on cherche Atelier Cologne sur Internet, on tombe sur des articles qui te décrivent comme la French Success Story. Vous avez revendu Atelier Cologne à L'Oréal il y a quelques années. C'est un succès. Est-ce que toi, tu le vois comme ça ? Comment tu définis le succès ? Est-ce que là, avec les 10 ans de la boîte, t'as l'impression d'être arrivé à une étape particulière d'Atelier Cologne ? Enfin, comment tu ressens ce truc de succès ? Est-ce que ça te parle ? C'est marrant parce que c'est un mot qui me parle assez peu. Ouais. Pour moi, le succès, c'est, je sais pas, si j'arrive à vivre jusqu'à plus de 100 ans en bonne santé, je pense que ça sera un super succès. Par contre, oui, je pense qu'arriver à vivre de sa passion, je pense que quelque part, c'est une forme de succès. J'ai la chance aujourd'hui de continuer à faire quelque chose que j'aime et j'en gagne ma vie. Donc ça, je trouve que c'est une chance incroyable. Ouais, je pense que pour moi, le succès, c'est ça. Et est-ce que, à contrario, l'échec, ça te parle ? Ouais, beaucoup. Beaucoup, je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire tout ce qu'on a fait si on n'avait pas eu notre bonne dose d'échecs à petite échelle, grosse échelle au quotidien. À commencer par, tu vois, on est divorcés tous les deux, tu peux te dire, l'échec d'une relation, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus difficile, surtout quand t'as des enfants, on avait des enfants tous les deux. Mais je pense qu'on a appris. On a appris énormément de la souffrance qu'on a pu ressentir, de la souffrance qu'on a créée. Et ensuite, tu te dis que,
c'est tellement plus facile quelque part de débrancher la prise et de partir et de faire autre chose, alors que cette conviction d'aller de l'avant et de faire marcher les choses et de faire marcher quelquefois coûte que coûte, c'est quelque chose qui nous a beaucoup porté. Tu vois, aujourd'hui, on est un vrai couple depuis plus de 10 ans. On s'est mariés il y a 5 ans. On vient de se remarier il y a 15 jours. Parce que ça nous amusait de fêter nos 7 ans de mariage avec un nouveau mariage. Et je pense qu'on serait pas du tout un couple aussi solide si on n'avait pas connu un divorce tous les deux auparavant. Je pense aussi à notre petite fille qu'on a eue ensemble. On n'avait jamais imaginé avoir un enfant tous les deux, parce qu'on n'habitait pas dans le même pays, pas dans la même ville. On en avait déjà 4, c'était déjà beaucoup, dans 2 pays encore plus compliqués. Puis quand on s'est retrouvés, moi je me suis retrouvée enceinte de façon complètement inattendue avec notre petite dernière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appliquées, de tout ce qu'on avait appris des 4 premiers, puis beaucoup de choses qu'on a également fait de façon très différente, parce qu'on avait aussi beaucoup souffert de vivre nos gardes alternées. Alors la mienne encore plus compliquée que la sienne, parce que je dois prendre l'avion et faire 7000 kilomètres pour arriver à les retrouver. Mais oui, on a beaucoup appris de nos échecs, personnels comme professionnels. Est-ce que tu penses justement que d'avoir connu toutes ces phases, ça t'a beaucoup aidé dans la vie pro, et est-ce que ça t'a aidé aussi peut-être à relativiser certaines choses qui se passaient dans la boîte? Complètement. Tu vois, Christophe avait une société avant moi, qu'il avait portée pendant 7 ans. Et cette aventure s'est pas très bien terminée pour lui. Donc, s'il était de l'autre côté du micro, il te dirait peut-être que, voilà, qu'il y a une partie d'échec et qu'il a appris de ce qui a pu se passer. Mais la règle qu'on a tirée de tout ça, c'était de ne surtout pas s'endetter et de ne surtout pas montrer notre business avec l'argent des autres. Donc c'était vraiment important pour nous de s'autofinancer. On a vendu nos appartes quand on a décidé de créer Atelier Cologne. On a pris toutes nos économies, mon fonds de retraite américain, parce qu'on n'a pas de retraite aux US, on économise un peu tous les mois. Et on a pris tout ça et on s'est lancé et on s'est dit on veut surtout dépendre de personne. Et je pense qu'on n'aurait jamais fait ce choix si Christophe avait pas vécu l'expérience entrepreneuriale qu'il a vécue auparavant. Et je pense qu'on n'aurait jamais créé la boîte qu'on a créée si on avait eu plus d'argent ou de l'argent différemment. Mais ce que je voulais dire, c'était aussi par rapport à ta vie perso, le fait que justement t'aies traversé des épreuves. Est-ce que à côté, les épreuves de l'entreprise, c'était moins difficile, ou est-ce que ça se compare pas? Non, je pense que ça c'est assez similaire. C'est se sentir. Je prends souvent l'exemple, être entrepreneur et être parent, c'est quand même très très proche. T'es responsable t'es responsable de la vie d'autres personnes, au-delà de la tienne, tu vois. Et quand t'as une start-up et que t'es tout seul, c'est pas la même chose que quand t'as des employés, quand t'as des fournisseurs, quand t'as des engagements, quand tu as beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées. Donc ce côté être responsable de quelqu'un d'autre que ce soit nos enfants ou nos employés, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps et qui t'empêche de dormir, mais en même temps qui te force à prendre les bonnes décisions quand il faut en prendre. Je crois que tu me disais d'ailleurs que toi, tu voyais aussi la vie de famille comme pas comme une entreprise, mais en tout cas des responsabilités ou un mode d'organisation. Ouais, c'est notre première entreprise, notre vie de famille, et c'est sans doute celle qui me donne le plus de satisfaction. Il y a rien de mieux que voir ses enfants grandir, de les voir heureux, de les voir devenir autonome, proche de l'indépendance, ou sur le chemin de l'indépendance, et te dire que t'as contribué à tout ça. C'est assez fantastique. Et c'est très très similaire avec ce que je ressens au quotidien avec, tu vois, Atelier Cologne à sa naissance et Atelier Cologne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme si on avait marié notre fille en s'associant avec L'Oréal. Comment ça s'est passé justement le rachat par L'Oréal? Ça a été une décision à laquelle vous y aviez déjà pensé? Parce qu'au début, tu me parlais d'une entreprise familiale et vous vous disiez peut-être qu'un des enfants va reprendre la boîte. Donc, comment est-ce qu'on décide de vendre sa boîte? Alors, c'était assez simple en fait dans le cheminement. Donc, on est resté autofinancé pendant 5 ans. Et ensuite, on a commencé à avoir des amis, des proches qui nous ont aidés à faire avancer notre projet plus vite. Tu vois, ouvrir la première boutique à Paris, par exemple, ou lancer notre vrai site internet de vente. Et donc, à partir du moment où on a ouvert le capital, Christophe et moi, on avait plus 100% de la société. Donc, on a commencé à donner un petit peu de notre bébé. Et on s'était toujours dit avec Christophe que le jour où on arriverait en dessous de la majorité, ce serait sans doute le moment de se poser de vraies questions sur l'avenir. Parce que quand tu portes un projet et que c'est à toi au moins
au moins à 50%, c'est assez différent que quand tu es très très dilué et que tu es toujours là, que tu portes le projet, mais que ta part de propriété est beaucoup plus faible. Et donc ce moment est arrivé. Donc on a eu beaucoup de business angels pendant des années qui nous ont aidés à grandir, à aller sur de nouveaux marchés, nous développer. Et au moment où on franchissait, on était à la limite du cap des 50%, on a été approché par L'Oréal, mais d'autres grands groupes de la beauté en France comme à l'international. Et là, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas du tout, qui est le concept du dating. T'as peut-être entendu parler de ça dans les relations amoureuses. Alors, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, mais j'ai toujours eu du mal avec cette idée de date. Tu vois, en France, soit t'as un petit copain ou t'as pas de petit copain, mais cette idée d'en fréquenter plusieurs, d'aller dîner, de se séduire, mais de pas forcément conclure. C'était une notion qui, pour moi, était complètement abstraite et que j'ai découvert pendant ce processus. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on a vraiment choisi L'Oréal. Après de multiples dîners et beaucoup de dates, pas que des dates agréables, des dates aussi où tu rentres dans le dur de comment ça va se passer, comment va être l'avenir, comment est-ce qu'on va travailler ensemble et continuer à développer ce bébé, mais cette marque ensemble. Et donc ça a été un vrai choix. Et ce qu'on a adoré chez L'Oréal, c'était à la fois le groupe français, mais également la force de frappe à l'international. Donc L'Oréal, c'est 70 filiales dans le monde entier, avec des équipes dédiées, avec une connaissance de la distribution exceptionnelle, qui nous permettait de sortir des marchés où on avait lancé la marque, comme les États-Unis ou la France ou la Chine, où on était au tout début du développement de la marque. Et en même temps, ce par quoi L'Oréal était intéressé, c'était une catégorie de produits complètement différente, un positionnement complètement différent, un savoir-faire sur le naturel, sur la Cologne, qui n'était pas un savoir-faire qui existait en interne. Et donc voilà, ça a été un joli mariage. Et donc aujourd'hui, Christophe et moi, on s'occupe toujours à 100% de la création des produits, du sourcing des matières premières, de la création de A à Z. Et L'Oréal nous épaule au quotidien dans le développement à l'international. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on t'a donnés à ce moment-là ou que tu aimerais partager sur justement comment choisir le bon partenaire quand on veut revendre sa boîte? Écouter son cœur, je crois. C'est pas, on vend pas vraiment à une entité, on vend aussi à des personnes, des gens avec qui on va travailler au quotidien. Et je pense que le feeling, c'est quelque chose de très très important. Et de façon assez viscérale, je pense que tout le monde vraiment sent ce qui est bien et ce qui est pas bien pour soi. Et toi, t'as senti avec d'autres partenaires que c'était pas les bons? Ouais. Ouais. Et comment tu le ressens? Est-ce que t'as des signes particuliers? C'est complètement physique. C'est beaucoup d'intuition, et puis ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est qu'on était deux. Donc tu vois, t'as ce que tu ressens, mais ce que tu ressens au moment où t'es dans un échange avec quelqu'un, enfin, tu t'écoutes pas forcément beaucoup à ce moment-là. Et puis quand tu rentres le soir et que t'arrives à échanger et voilà, t'as eu ce petit pincement qui a fait que cette question elle est pas très bien passée, ou que cette réponse c'était pas vraiment ce que t'attendais, tu sais que c'est plutôt pas ça. Comment ça s'est passé justement l'après-vente? Est-ce que tu te sentais toujours aussi investie? Est-ce que ça t'a ouvert aussi d'autres possibilités? Comment ça s'est passé? Alors il y a eu beaucoup de choses. La première année, c'était vraiment important pour Christophe et moi de rencontrer tous les responsables de marché chez L'Oréal, de continuer à vraiment gérer comme on avait pu gérer par le passé, tenir nos équipes et vraiment présenter notre bébé aux différentes filiales. Donc on a eu une petite requête qui était de rencontrer les différents patrons de pays dans notre propre boutique pour vraiment leur faire vivre l'expérience Atelier Cologne comme un client avant même qu'eux puissent se dire est-ce que ça peut être intéressant pour mon pays ou pas. Et puis au bout d'un an de pré-intégration, on a choisi un directeur général adjoint qui était déjà quelqu'un de L'Oréal, qui a rejoint notre équipe et qui nous a vraiment aidés à cette intégration concrète, aussi bien dans la gestion de nos équipes que dans la gestion des marchés. Et donc c'est une grande satisfaction de voir que la mayonnaise a super bien pris, puisque nos équipes sont toujours en place. Là on est en train de présenter notre plan pour 2019 à 2020, pas 2019, à l'ensemble des marchés. Et voilà, et ce sont les mêmes équipes avec qui on travaillait avant L'Oréal, qui sont toujours là, qui sont sur le devant de la scène, qui continuent à créer avec la même passion, à animer la marque, et juste une force de frappe sur le terrain grâce à L'Oréal qui nous permet de mettre en lumière tout ce qu'on peut créer. Donc ça, c'est assez magique. En fait, j'ai l'impression, et ça rejoint ce que tu me disais un peu avant, que vendre, ça t'a permis aussi de continuer l'ambition que vous avez, que vous aviez, que votre produit soit disponible au plus grand nombre et soit accessible. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a une petite question d'ego, c'est-à-dire que tu dois te dire, ok, c'est plus ma marque, mais c'est pas grave parce que ça va lui permettre de s'étendre. Est-ce que ça, c'est dur à gérer? Est-ce que cette question d'ego, elle est dure à gérer? Je crois pas. Tu sais, cette marque, je l'ai pas faite pour moi, en fait.
Je me souviens d'un des premiers parfums que j'ai créé. J'avais créé pour moi. Il s'appelle Bois Blond. Et c'était un parfum qui me faisait me sentir bien. Et quand on a fait la première, on va dire, shortlist des parfums qu'on voulait lancer, il y en avait 5. Et Christophe me dit, faut absolument que Bois Blond soit dedans. Et moi, je me souviens lui dire, mais attends, c'est mon parfum. Enfin, non, j'ai pas envie de le lancer. C'est mon odeur. Je l'ai fait pour moi. J'ai pas envie de le partager. Et il m'a regardé de façon complètement ironique en me disant, mais ça serait un super bon problème si beaucoup de gens portaient ton parfum. Et ça a été tellement drôle de se dire, oui, c'est une évidence. Bien évidemment qu'il faut que ce parfum fasse partie de la marque, parce que si cette marque nous ressemble, les parfums qu'on porte doivent être dedans. Et aujourd'hui, j'ai ma plus grande satisfaction, c'est sentir mon parfum sur quelqu'un. Enfin, mon parfum, c'est même plus mon parfum. Ouais, c'est drôle de dire ça. Mais c'est magique. Mais au-delà de ça, c'est pas simplement le sentir, c'est entendre les mots qu'ils utilisent pour le décrire. Et pour décrire ce que ce parfum crée chez eux, ce que ça leur fait ressentir, les émotions qu'ils peuvent avoir en le portant. Et si je te dis qu'il y a rarement un événement où je vais avec des consommateurs, où je suis pas en larmes, soit pendant, un échange avec un client, ou alors à la fin de la journée, parce que j'ai tout donné et que j'ai rencontré, mais tellement de gens incroyables qui sont passionnés et qui adorent juste ce qu'on fait et qui l'expriment. C'est très émouvant et ça rend très très humble. Tout à l'heure, tu me disais que quand tu avais 18 ans, tu savais pas du tout ce que tu voulais faire. Et aujourd'hui, là, quand tu parles du parfum, on sent que c'est quelque chose qui te passionne. À quel moment, justement, ça t'a passionné cet univers de la Cologne, les senteurs, etc. Est-ce que c'est venu à un moment donné ou comment cette passion, elle s'est révélée, en fait? Alors, c'est assez étrange. Parce que je suis pas une grande fan de parfum, de façon générale. Tu vois, j'ai une maman qui adore le parfum. Si elle pouvait le boire, elle le ferait. Et je pense que j'ai toujours défini mon goût quelque part, peut-être par opposition à, ces parfums français un peu capiteux, qui prennent beaucoup de place, qui peuvent rentrer parfois dans la pièce avant toi et puis rester une fois que t'es parti. Et je me souviens quand j'étais enfant, quelqu'un m'a donné dans une parfumerie un petit échantillon d'un parfum Hermès. Tu vois, comme quoi la boucle s'est peut-être bouclée des années plus tard. Ça s'appelait Eau de Cologne à l'époque. Ça a été rebaptisé Eau d'Orange Verte pendant que je travaillais pour la marque. Et pour moi, cette odeur, c'était un peu l'anti-parfum. C'était, ça sentait bon, ça sentait des choses que je reconnaissais. C'était beaucoup d'agrumes. Ça sentait le propre. Et ça, je pense, définit mon goût en termes de parfum. Et quelque part, j'en suis jamais sortie. Tu vois, ce petit parfum que je portais à mes 7 ans, c'est toujours ce que j'aime en parfumerie. C'est quelque chose de frais qui, c'est toujours toi, mais ça te met de bonne humeur. Ça te fait te sentir propre. C'est vivifiant, c'est tonifiant, mais t'es pas dans la séduction à outrance ou t'essaies pas d'être quelqu'un d'autre que qui tu es vraiment. Et en fait, j'ai découvert, en travaillant chez Hermès des années plus tard, la magie des matières premières. Alors, quand t'es chez Hermès, il y a plein de choses incroyables, comme la soie, comme le cuir. Je me souviens avoir passé du temps avec les artisans de la sellerie ou du cuir en général, où un sac, on t'apprend qu'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'abord, il est d'abord cousu de l'intérieur, puis il est retourné ensuite pour certains sacs. Et cette attention aux détails, c'est la même chose que j'ai retrouvée dans les extractions de matières premières. Donc, quand tu te retrouves pour la première fois dans des champs de roses à Grèce, au milieu des agrumes, en Calabre, en Italie, et que tu comprends que de cette petite matière première qui paraît tellement anodine, t'arrives à extraire quelque chose de complètement magique avec un savoir-faire artisanal qui est ancestral, qui est là depuis des centaines d'années. J'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai eu envie de raconter ça, de raconter l'émotion que moi me fait ressentir, une super Cologne et de la magie de ce que tu mets à l'intérieur. C'est pas juste un parfum avec un flacon et un joli nom. C'est des champs, c'est des artisans, c'est le travail de la terre. C'est la magie de cette nature qui nous entoure et qui a tellement à nous offrir. Et donc en fait, c'est venu, de la découverte de tout ce qu'il y a derrière. C'était pas forcément une passion. Non, je pense que je suis plus passionnée par les matières premières quelque part que par le produit fini. Le produit fini, j'adore qu'il te fasse ressentir quelque chose. Mais j'étais pas animée par dessiner un flacon. J'étais vraiment animée par assembler des odeurs, un petit peu comme en cuisine où tu vas choisir les meilleurs ingrédients et puis trouver une façon de faire cette recette qui te fait te sentir bien. Et cette recette, elle te fait te sentir tellement bien que tu as envie de la partager avec ton mari, tes enfants, tes amis. Et voilà, c'est cette même notion qui m'a toujours animée. Et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui t'animent? J'en ai beaucoup. J'ai repris mes études. Je pense que cet amour de la nature et de tout ce que la nature a à nous offrir m'a rendue très curieuse. Donc j'ai repris des études de naturopathie depuis la rentrée. Tu les suis comment du coup? Parce que alors entre New York et Paris. C'est une nouvelle école qui a été fondée par Odile Chabriac, qui est une naturopathe que j'aime beaucoup.
Et donc je suis ça par correspondance. Donc, tu vois, c'est des vidéos toutes les semaines. Ouais. C'est des ateliers, un week-end par mois. C'est un programme qui s'étale sur 2 ans et demi. C'est des stages et c'est assez flexible. Mais j'apprends énormément de choses. Je mets en fait beaucoup de théories sur des choses que j'ai pu vivre dans la pratique, notamment dans l'alimentation. Donc ça fait partie des choses qui m'animent aujourd'hui. Tu le fais par simple curiosité ou est-ce que tu veux devenir naturopathe et exercer? Je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout aujourd'hui. Beaucoup par curiosité, parce que j'apprends beaucoup de choses qui m'aident dans mon quotidien, qui m'aident dans ma vie de maman avec mes enfants. Mon mari a décidé de suivre le cursus avec moi, donc tu vois, c'est très très chouette de vivre ça à deux, de partager ça avec notre famille. Et puis on verra là où ça nous emmène. Mais dans tous les cas, ça nous renforce dans le parti pris très très fort qu'on avait chez Atelier Colonne d'utiliser des naturels pour leurs bénéfices olfactifs, mais également leurs propriétés, tu vois, sur émotionnelles et sensorielles de façon générale. Donc je pense que la marque va continuer à bénéficier de notre amour pour la nature et puis on verra là où ça nous portera. Mais ça nous apprend beaucoup dans le quotidien, c'est certain. Tout à l'heure, tu me disais aussi que tu avais monté donc un groupe de femmes entrepreneurs que tu fais se rencontrer et que tu aides. Justement, du coup, ça m'intéressait de savoir quel genre de conseils ou de sujets vous abordez dans ces moments-là. Qu'est-ce qui pour toi est important de partager avec les autres? Ce qui est difficile. Tu vois, on se rencontre le vendredi quand je suis à Paris, donc ça peut être un vendredi par mois ou 2 vendredis par mois. Et déjà, le fait d'être ensemble, tu te sens pas seul. Et je pense que la plupart, on parle de ce qu'on trouve difficile dans notre quotidien. Alors ça peut être t'as un bon comptable, t'as pas un bon avocat, tu connais quelqu'un qui s'y connaît dans tel et tel domaine. Donc tu vois, beaucoup de mise en relation. Mais vraiment des moments de partage où t'as besoin d'être soutenu. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, t'es quand même très très seul. Tu te poses beaucoup de questions, tu portes beaucoup de responsabilités sur tes épaules et avoir beaucoup de bienveillance autour de toi, beaucoup d'empathie. Je pense que c'est quelque chose dont on manque aujourd'hui parce que face à des investisseurs, il faut toujours que tu sois number one, la meilleure élève, les bons résultats, le bon truc. Donc t'es très focalisé sur mettre en avant ce qui va bien. Vis-à-vis de tes employés, t'es là et il faut que t'aies les épaules bien larges aussi et que tu mènes la barque et que tout le monde sente que t'assures pour arriver à te donner suffisamment de confiance et être au quotidien avec toi. Et des moments où tu peux juste un peu souffler et dire fuck quoi. Enfin, c'est hyper dur ou sur ce sujet j'y arrive pas ou ça je sais pas faire. Et qu'est-ce que je peux faire quand je sais pas faire? Et je trouve que c'est génial de te savoir entouré, de savoir que t'es pas tout seul. Et donc mon idée mon envie c'est de créer ce lieu pour partager ça. Est-ce que tu penses que justement c'est difficile d'être vulnérable aux yeux des gens avec qui tu travailles, que ce soit Pardon. Non, vas-y, que ce soit des investisseurs, des clients, des employés. Est-ce que tu penses qu'il faut toujours garder la face? Alors, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être vulnérable quand t'es une femme. Je pleure beaucoup. Donc je pleure dans des événements parce que je suis heureuse. Je peux pleurer en meeting parce que je suis énervée. Je pleurais de colère, tu vois, avec mon mari devant mes équipes parce qu'on n'est pas d'accord et que j'arrive pas à défendre mon point. Je pense pas que ce soit une faiblesse. Je pense qu'au contraire, c'est vrai. Tu vois, si t'as beaucoup d'émotions, c'est que tu fais quelque chose qui t'anime, que tu le défends avec tes tripes. Et je pense que cette émotion, pour moi, elle transpire de mon quotidien, elle transpire dans nos parfums, elle est clé. J'aimerais que les hommes soient autorisés à être un peu plus vulnérables. Je pense que c'est pas. Mais justement, toi d'avoir eu un cofondateur, est-ce que tu sentais que lui il était différent de toi justement dans sa façon d'être? Je le connais vulnérable parce que je suis mariée avec lui. Sûr, mais devant les autres. Et je dis souvent, et il le sait, c'est à la fois mon super-héros, mais ce que j'aime le plus chez lui, c'est quand je le vois pleurer, quand je le vois touché, quand je le vois ému, quand je le vois affaibli ou quand je le vois douter. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on s'autorise peu à faire. Alors que c'est une vraie force. Je sais que mes équipes, quand j'ai envie de pleurer parce que je suis contente, elles le voient. Et quand j'ai envie de pleurer parce que je suis triste ou énervée, elles le voient aussi. Et je pense que c'est bien, ça rend le tout plus humain et plus réel. Et ça, tu te l'autorisais quand t'étais toi employée? Moi, employée, pas du tout. Non. Pas du tout. J'étais, tu vois, la première de la classe ou la super bonne élève qui est à la fois Wonder Woman, super mom. Ouais, j'ai joué ce rôle pendant super longtemps, mais quand ça craque vraiment. Tu vois, moi, c'est mon mariage qui a craqué. Parce que j'ai été Wonder Woman pendant trop longtemps. Et que chez moi, je pouvais pas craquer non plus parce que je devais avoir les épaules assez larges pour tenir ma famille et mes enfants. Mais le jour où ça s'est effondré, voilà, les dégâts ont été assez costauds. Donc je pense que je m'autorise beaucoup plus à pleurer depuis. Et pourquoi tu penses que t'étais justement comme ça, Wonder Woman, dans ta vie d'avant? Parce que je pensais que c'était ce que mes parents attendaient de moi.
d'une certaine façon. C'était aussi ce que mon premier mari attendait de moi. Je pense que c'est facile de se laisser porter par quelqu'un qui aime bien ça, tu vois. J'aime bien être locomotive, j'aime bien aller de l'avant, mais pas tout le temps. Et j'ai eu la sensation à un moment donné de plus avoir le choix. Et au travail, comment est-ce que toi, tu permets justement à tes employés aussi d'être vulnérables en tant que boss? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que j'ai une relation qui est avant tout humaine avec l'ensemble de mes employés. Je pense que je suis très transparente avec eux. Et je pense que eux se sentent très à l'aise d'être très ouverts et très transparents avec moi. Je pense qu'il y a beaucoup de confiance. Il y a beaucoup d'amour aussi. Je pense que je peux pas citer une personne de mon équipe que j'aime pas profondément en tant que personne avec qui j'ai pas envie de passer du temps. Donc, bah oui, je travaille avec elle, mais c'est avant tout des personnes que j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que cette confiance et cet échange au quotidien fait que t'es dans une relation qui est réelle. Et tu vois, il y a beaucoup de mamans qui ont des enfants avec des obligations pour les enfants. Tant que le boulot est fait, c'est pas grave, tu vois, d'être au bureau le matin à 9h et d'en partir à 7h du soir. Il y a aucune importance. Enfin, c'est pas du tout important. Ça n'a jamais été une règle dans nos bureaux. Il y a du boulot, il y a des missions. Tu peux le faire, tu peux pas le faire. Si tu peux pas le faire, tu le dis. Si t'as besoin de le partager avec quelqu'un, tu le dis aussi. Et que tu le fasses, tu vois, de ton portable, au fin fond de ton lit ou assise à un bureau, c'est ce qui marche pour toi. Et je pense que cette flexibilité, c'est quelque chose qui nous a donné beaucoup d'agilité au quotidien. Avec le recul, est-ce que tu aurais pu monter Atelier Cologne à un autre moment de ta vie? Je crois pas. Non. Ça aurait pas été la même chose. Oui, j'aurais peut-être pu, mais ça aurait pas été ce que ça a été aujourd'hui. Tu pensais avant à monter une boîte? Est-ce que c'était un truc que t'avais en tête? J'ai toujours voulu créer cette boîte. J'ai toujours pensé à cette maison de parfum qui faisait de la Cologne moderne qui tient. Ça m'animait quand je travaillais chez Hermès, ça m'animait quand je travaillais pour les fondateurs de Fresh pendant 5 ans. Donc bien avant que je rencontre Christophe. J'ai toujours eu ce truc en moi de me dire, pourquoi ça existe pas? Faut que quelqu'un le fasse. C'est pas normal, je suis pas la seule à aimer la Cologne. Et elles se ressemblent toutes aujourd'hui. Et en plus, elles tiennent pas. Donc, quelqu'un va le faire ou un jour, je vais le faire. Et c'est vraiment ma rencontre avec Christophe qui a été le déclencheur, le catalyseur. Et c'est ce qui m'a donné la force. J'aurais pu attendre encore longtemps, je pense. Toute seule. Ou le faire différemment, peut-être à beaucoup plus petite échelle. Et tu devrais la remonter à une boîte de zéro? Pourquoi pas, mais pour quelque chose qui m'animerait au moins autant que ce qu'Atelier Cologne m'a animé. Je suis assez certaine de pas vouloir créer une autre marque. Tu vois, ma marque, c'est celle-là, je l'ai faite, c'est super. Recréer une entreprise ou une communauté ou un mouvement pour que nos enfants aient une planète dans les années qui viennent, oui, ça m'animerait. Et qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui? On en parlait tout à l'heure de cette question de nourriture, que ce soit au sens premier, au sens d'inspiration. Qu'est-ce qui te nourrit? Beaucoup de choses. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. L'amour que je porte à ma famille, l'amour que je donne, l'amour que je reçois, mes proches. Tout ça, ça me porte et ça me nourrit énormément. Les gens qui m'entourent et que je choisis personnellement et professionnellement. C'est une énorme source de joie et de bonheur pour moi. Le yoga, super important pour moi. Tu t'y es mise quand, au yoga? Vraiment, il y a 3 ans. Et c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien, qui me régénère. J'ai la chance de pratiquer avec des personnes que j'adore. Je pense à Anne Bianchi, tu vois, qui m'a initiée au Kundalini. C'est quelque chose qui me donne tellement de joie, qui me fait me sentir tellement bien, qui me permet de me régénérer, de me déstresser, de me réénergiser. Ça me nourrit énormément. Mes amitiés, l'amour, le yoga, mes enfants. Et cette envie de faire du bien, il y a tellement de choses à faire, on a eu tellement de chance pendant ces dernières décennies, et j'ai envie que mes enfants aient autant de chance que moi. Donc j'ai envie de faire tout ce que je peux aujourd'hui, et ça m'anime. Plus que ça me nourrit, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Je crois que tu disais tout à l'heure, je sais plus si on avait déjà mis le micro ou pas, que tu avais 46. J'ai 46 ans. Ouais. 46 ans. Ce dont on a l'impression que tu es très en phase avec qui tu es. Est-ce que tu dirais que ça a toujours été le cas, ou est-ce que là t'as l'impression qu'il y a un espèce de truc qui s'est passé? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a un premier aspect qui est c'est être en paix avec qui tu es. Je pense que je suis relativement en paix. J'ai une vie qui de l'extérieur peut être hyper étrange, tu vois. J'ai 2 filles à 7000 km de moi. J'ai été ultra jugée quand j'ai déménagé à Paris, et que quelque part j'ai dû les laisser derrière entre guillemets.
Et je fais en sorte que ça marche. Et j'ai une relation incroyable avec elle. Et je les vois la moitié du temps, comme tous les parents divorcés. Sauf que ma moitié à moi, elle est pas conventionnelle. Et t'arrives à pas en souffrir de ce jugement ou plus? Je souffre plus du jugement. Je souffre de l'absence. Comme tout parent séparé qui voit pas ses enfants 100% du temps. Mais je souffre pas du tout du jugement. On fout plus du jugement. Donc ça, j'ai réussi à m'en détacher. Et je suis à l'aise avec qui je suis. Je suis à l'aise avec les décisions que je prends, avec voilà, ce que je dis, c'est ce que je pense, ce que je fais, c'est ce que je dis ou que je pense. Et je pense que ça, il y a quelque chose de très apaisant dans tout ça. Et je pense que c'est d'autant plus facilité qu'on a réussi, grâce à Atelier Cologne, à vivre de quelque chose qu'on aime. Donc, je pense que c'est beaucoup plus difficile quand t'as un rêve un peu fou, ou que t'as une idée et que financièrement ça rentre pas, ou quand t'es dans un job où tu t'éclates pas mais que tu gardes parce que t'as besoin de payer tes factures. Donc je pense que c'est un vrai travail que d'arriver à gagner sa vie de quelque chose qui te passionne. Et ça, c'est une grande satisfaction d'avoir quelque part coché cette case, parce que ça te laisse du temps pour le reste. Et voilà. Pour terminer, j'aimerais te demander quelle est ta relation au risque. Je pense que je suis un peu casse-cou. En fait, je sais pas, le risque, c'est pas un mot qui me fait peur. Je pense que si tu fais quelque chose, c'est que t'y crois. Et peu importe ce que les autres pensent. Donc l'échelle du risque, elle est plutôt mesurée par les autres. Est-ce que j'ai pris des grands risques dans ma vie? Pour moi, non. J'ai pris les décisions que j'avais envie de prendre, alors que aux yeux de tout le monde, tu vois, que ce soit créer une boîte ou divorcer ou changer de pays avec tes enfants qui habitent dans un autre. Ouais, est-ce que c'était des risques dans les yeux des autres? Sans doute. Pour moi, je peux pas imaginer avoir fait quelque chose d'autre à ce moment-là. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Si, complètement. Si. J'avais dit que c'était la dernière question, mais est-ce que tu veux finir sur un livre, une personne, un film ou quelque chose que tu aimerais partager et que les gens aillent voir à la fin de cet épisode? Il y a un film que j'adore. J'ai appelé mon petit groupe de femmes avec ce nom-là, qui s'appelle Breakfast Club. Je sais pas si c'est un film que tu as regardé. Moi, c'est un film qui a marqué mon adolescence, qui est cette journée en col de 5 élèves qui sont tous très différents, donc d'univers différents, de niveaux académiques différents, de backgrounds différents. Et à la fin de cette journée, ils se rendent compte qu'ils sont en fait tous les mêmes, tous très similaires, tous très proches, tous reliés les uns aux autres. Et je pense que c'est un joli message d'humanité. Et voilà, je pense qu'au quotidien, on est tous tellement proches, et que quand on fait les choses ensemble, dans la même direction, c'est tellement mieux. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. À bientôt. Au revoir. Un grand merci à Sylvie d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode et d'avoir partagé son histoire. Pour la suivre, rendez-vous sur Instagram @SylvieGanter. Et si vous souhaitez découvrir l'univers d'Atelier Cologne, rendez-vous sur leur site internet ou directement en boutique. Vous retrouverez les références de cet épisode sur le compte Instagram de Génération XX et dans notre newsletter, à laquelle vous pouvez vous abonner sur generationxx.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, je vous en remercie d'avance. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.